Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver et nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au thème de notre table ronde, l'école après la Covid. Et donc, je vous propose dans un premier temps de vous présenter un petit peu l'objet de notre séance de ce jour. Alors, comme vous l'avez constaté, cette année, de nombreuses conférences traitent ou font référence à la pandémie du Covid et à ses conséquences. Il s'agit en effet, comme Daniel Cohen le disait dans une tribune publiée en début de semaine, d'une véritable crise totale. Une crise totale par son ampleur, tout d'abord, par son caractère inédit et imprévu ensuite. Une crise totale également parce qu'elle a touché et touche encore tous les domaines de notre vie sociale, économique et politique, mais aussi les domaines liés à la santé, et de manière très concrète à notre vie quotidienne. Dans tous ces domaines, cette crise a agi comme un révélateur de certaines fragilités, mais aussi comme un révélateur de capacités peut-être que nous ne soupçonnions pas d'adaptation et de résilience. Elle a agi également comme un catalyseur de nombreuses transformations dont nous ne mesurons pas encore sans doute toutes les implications. Alors, bien sûr, l'école n'a pas échappé aux conséquences de cette pandémie qui sont tout à fait considérables. Nous y reviendrons avec Anna, mais les données de l'UNESCO nous indiquent que plus de 90% de la population scolarisée mondiale a été victime, a subi les fermetures de classes. Fermetures de classes qui ne sont pas sans conséquences sur le niveau d'éducation et de formation des élèves. Mais ces fermetures de classe nous ont aussi montré à quel point la place de l'école dans notre société était tout à fait essentielle dans notre vie quotidienne, mais aussi plus largement dans l'organisation même de toute notre société. Et donc, nous vous proposons, à partir de différents travaux et enquêtes, de chercher à voir comment cette crise a impacté l'école, quelle gestion y a-t-il eu de la fermeture des classes et pour quels effets sur les niveaux de formation et d'éducation des élèves, mais aussi comment ça a pu impacter quelque chose qui est un élément essentiel en France et peut-être un peu difficile, des relations entre famille et école. Et enfin, dans une démarche un petit peu plus prospective, nous prendrons appui sur des travaux récents en économie pour envisager différents axes de progrès, d'amélioration de l'école de demain. Et donc, voilà, j'ai le plaisir maintenant de vous présenter nos intervenants que je remercie pour leur disponibilité. Donc, par ordre alphabétique, voilà, donc je vous présente Simon Briol, qui est économiste et chercheur à l'école d'économie de Paris. Ensuite, Anna Cristina Dadio, qui est économiste à l'UNESCO et qui participe notamment au rapport mondial de suivi sur l'éducation. Romain Deleuze, qui est sociologue et qui est maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Et enfin, Fabienne Rosenwald, qui est directrice de la direction de l'évaluation de la prospective et de la performance du ministère de l'Éducation. Vous avez la possibilité de poser des questions et je me ferai un plaisir de les relayer auprès des intervenants. Et donc, je vous propose de commencer dès maintenant et en donnant la parole à Anna Cristina par une vue globale des effets de cette crise sur l'école, une vue globale donc avec les données de l'UNESCO. Cristina, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui. J'espère que vous pouvez voir mon écran. Et donc, comme Marc vient de le dire, je vais présenter quelques points et quelques données sur l'effet de la COVID-19 sur l'éducation et surtout comment la COVID-19, en fait, peut être vue comme un phénomène qui accentue les inégalités, mais pas seulement, disons. Donc, c'est selon les données de l'UNESCO, comme vous pouvez les voir, en fait, l'UNESCO, vraiment, en début de pandémie, a décidé de monitorer les fermetures d'écoles et a collecté un grand nombre de données pour donner
permettre une évaluation indirecte, je dirais presque, de ce qui s'est passé dans le monde entier. Et comme vous le voyez sur ces diapos, l'effet était vraiment considérable et substantiel. Sur les premiers graphiques à gauche, en haut à gauche, vous pouvez voir ce qui s'est passé en avril 2020. Et en 2020, en fait, près d'1,6 milliard d'élèves dans le monde ont été touchés par les fermetures d'écoles. Mais encore plus de 300 millions d'élèves étaient touchés par les fermetures d'écoles en décembre 2020. Et si vous regardez tout en bas à gauche, il y a quelques jours, en fait, il y avait presque 60 millions d'élèves qui étaient affectés par ces fermetures d'écoles. Et comme Marc vient de le dire, les fermetures d'écoles ont eu des conséquences tant sur l'éducation de ceux qui ont été privés d'éducation, mais aussi sur toute l'organisation familiale, en fait, sur la famille en général, sur les enseignants, sur les établissements et ils ont eu énormément de répercussions qui se sont un peu multipliées dans la suite. Et en fait, les enseignants ont été contraints de s'adapter à des nouvelles techniques d'enseignement, méthodes d'enseignement et d'apprentissage, presque du jour au lendemain. Les parents se sont retrouvés mal préparés à offrir un apprentissage en ligne et souvent manquant des équipements nécessaires, mais aussi du temps nécessaire à l'enseignement. Au-delà de la fermeture des écoles, ce qui impacte et qui est très important, c'est la durée de la fermeture des écoles. Vous voyez ici la situation différente à travers les différents pays du monde, mais ce qu'on peut dire en général, que les premiers points saillants est la perturbation de l'éducation causée par la COVID-19 et était que la durée des fermetures en moyenne était de 4 mois et demi. Et lorsque les fermetures partielles sont prises en compte, cela affecte environ les 2/3 d'une année scolaire. Ce que vous pouvez imaginer, c'est très important et substantiel. Mais de nouveau, il y a des situations différentes à travers les différents pays du monde, selon la durée des fermetures et selon aussi l'organisation de la didactique en ligne ou pas, ou les équipements. Et comme vous pouvez le voir en fait ici sur ces graphiques, il y a eu des effets différents par région et avec des fermetures par semaine que vous pouvez voir, par exemple, en Europe et en Amérique du Nord, ont été beaucoup plus longues en termes de fermetures totales. Mais les effets seront certainement différents de ceux qui se passent dans les pays plus pauvres ou à bas revenus. Mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération parce qu'au cours de cette période, beaucoup de monde, je dirais presque tout le monde, a dû prendre des décisions très difficiles, pas seulement en termes sanitaires, mais en termes vraiment d'application du principe n'est pas nuire, c'est-à-dire le do not harm principle, l'effet qu'il ne fallait pas prendre des mesures si celles-ci pouvaient nuire à quelqu'un. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, les décideurs politiques ont adopté des politiques qui sont variées à travers les pays du monde. Mais en pratique, ce qu'on a vu, c'est qu'en ce qui concerne l'éducation, il y a eu une priorité qui a été donnée à l'apprentissage en ligne. Et comme on l'a déjà vu, cet apprentissage en ligne a été mis en place du jour au lendemain et pratiquement avec, dans beaucoup de pays, une situation dans laquelle les enseignants n'étaient pas préparés, les parents n'étaient pas préparés, les étudiants n'avaient pas à disposition les équipements nécessaires et ces changements ont été vraiment trop brusques pour de nombreux enseignants et parents. Mais comme je voudrais le souligner déjà, comme Marc l'a déjà dit en début de cette séance, ces changements ont donné aussi la possibilité de mettre en place, dans l'urgence, je dirais, des politiques
qui pourrait se révéler important aussi dans le futur de l'éducation. Ce qui est important, c'est que la technologie ne résout pas. Il faut le dire, la technologie est seulement un substitut imparfait de ce qu'on peut faire en présence dans les écoles. Et, mais dans la plupart des pays, en fait, il y a eu ces changements, que ce soit en Europe, que ce soit dans les pays d'Afrique, que ce soit en Asie. On a essayé vraiment de combler le manque d'enseignement en présentiel avec une prise en compte de l'enseignement en ligne, avec beaucoup de pays qui se sont équipés des plateformes ou en étendant les plateformes qui étaient déjà disponibles. Je pense notamment au cas de la France avec ma classe à la maison qui était mise disponible, élargie, la possibilité d'écoute et de connexion est élargie du jour au lendemain à plusieurs millions d'étudiants. Donc, tous les pays ont fait des efforts en ce sens. Ce qui est très important, toutefois, c'est de dire que les inégalités, nous savons qu'ils se sont aggravées. On ne sait pas encore de combien et comment, parce que les effets sont très complexes. Et c'est surtout que les systèmes de collecte des données ont été vraiment remis en question pendant cette pandémie. Premièrement, parce qu'en fait, il y aura des retards dans la collecte des données à cause des fermetures et des confinements, mais aussi parce que très souvent, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a différentes sources, mais qui permettent de mettre en lumière seulement des aspects de la crise. Alors, il y a des évaluations indirectes qui permettent d'examiner la situation actuelle à l'aide des données qui étaient précédemment collectées, mais il y a aussi des évaluations directes de la situation actuelle, par exemple, à travers des données administratives provenant des systèmes en ligne comme ceux qui ont été collectés par l'UNESCO notamment, mais d'autres pays ont fait, il y a eu des initiatives nationales ou des enquêtes d'opinion et des sondages téléphoniques. Notamment, en ce qui concerne les évaluations indirectes, on a sur les étudiants, en ce qui concerne les effets, en fait, on a vu qu'il y a des énormes disparités dans l'accès à Internet, en gardant tant les coûts et la rapidité. C'est vrai que beaucoup de pays ont permis, surtout dans les pays à bas revenus, ont permis un accès subsidié à ces moyens de communication, mais ce n'est pas seulement une question relative au coût, c'est aussi une question relative à la vitesse des connexions, parce que nous savons très bien, nous sommes en Zoom aujourd'hui, mais que pour pouvoir se connecter et bénéficier de certains enseignements à distance, il faut disposer d'une bande passante suffisante. Et ce n'était pas le cas partout, en fait. Même si on regarde en Italie, dans les sud de l'Italie, il y a beaucoup de zones, plus généralement dans les parties rurales au remote, en fait, il est très difficile d'avoir des connexions avec une bande passante suffisante. Et si on regarde en termes d'équipement, il y a aussi une différence dans le nombre de personnes qui disposent d'un ordinateur ou bien d'un téléphone qui permet de se connecter. Et même si on regarde aux offres en bas à technologie, à contenu technologique bas, comme les radios et les télévisions, il y a des disparités, des inégalités importantes à travers les pays. Il faut dire toutefois, et ça c'est aussi très important, que dans la plupart des pays, il y a eu aussi un accent qui a été mis sur cette offre de technologie, c'est-à-dire les programmes d'éducation à distance n'ont pas été fournis seulement sur Internet, mais aussi on a pris en compte les besoins des plus défavorisés. Mais il faut penser que même en prenant en compte ces besoins, il y a des pays qui ne disposent pas de l'accès à l'électricité ou des pays dans lesquels la possession d'un téléviseur ou d'une radio, c'est encore quelque chose de très, très, très bas. Et même si on pense à l'environnement dans lequel on apprend, l'effet de pouvoir disposer d'une chambre calme pour étudier, c'est quelque chose qui n'est pas aussi très fréquent non plus, surtout dans les pays à bas revenus.
Et après, il y a eu des évaluations sur les enseignants qui ont mis en lumière les besoins des formations, l'effet que beaucoup d'enseignants n'étaient pas prêts à enseigner en fait en ligne en fait, que les compétences nécessaires, techniques et pédagogiques n'étaient pas du tout disponibles. Et ceci a été montré tant dans des enquêtes directes que des indirectes aux chefs des établissements. Et enfin, en fait, avec les données administratives, comme l'enquête conjointe UNESCO, UNICEF, Banque mondiale, on a vu qu'il est possible de mettre en lumière quelles sont les fermetures, quelles sont la durée moyenne des fermetures et quelle était, par exemple, la mise à disposition d'Internet subventionné ou d'appareils mobiles subventionnés ou quelles sont les approches d'apprentissage. La même chose a été faite sur enquête d'opinion et surtout, il a permis d'évaluer quelle était la situation par rapport à quand les élèves apprennent normalement et quelle était l'efficacité de la stratégie de continuité de l'éducation. Et en fait, vous voyez ici, par exemple, 36% à l'époque, dans l'enquête OCDE, avaient dit qu'ils avaient appris, mais pas beaucoup, et seulement 4%, ils avaient appris autant qu'à l'école. Et des résultats semblables ont été publiés aussi, par exemple, dans une enquête qui a été conduite dans les écoles anglaises. Même chose pour les sondages téléphoniques. En fait, les effets sont toujours ce qui met en évidence ces enquêtes différentes, c'est qu'en fait, il y a des différences par public ciblé et par différence des revenus, par différence des localisations. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut continuer à monitorer et important. Et très important de continuer à monitorer ce qui se passe et l'UNESCO, comme vous le savez, continue à le faire. Alors, en termes de réponses, et après je termine parce que je pense que j'ai déjà bien été au-delà de mes minutes. Les réponses ont été vraiment différentes selon les pays. Il y a eu des réponses pour les enseignants en termes de mise en place des programmes de formation et aussi pour les étudiants en termes de mise en place des cours de rattrapage ou bien l'augmentation du temps passé en classe et en présentiel. Et aussi en termes de vaccination, en fait, il fallait cibler les enseignants ou les élèves en termes de public prioritaire. Et ici aussi, les réponses varient beaucoup par pays. Et il y a donc des réponses différentes en termes de connexion, de connectivité, inclusion et accès, en termes de création de plateformes éducatives, formation, mais aussi d'intervention au niveau du système. Et ce qui est important aussi, qui est vraiment, ce n'est pas parce que je les présente à la fin que c'est moins important, je pense que c'est la chose fondamentalement la plus importante pour l'éducation, c'est que malheureusement, l'éducation n'est pas encore une partie importante dans les plans de relance, mais il est vraiment essentiel d'investir dans l'éducation pour une reprise inclusive et pour renforcer la résilience. Voilà, dans l'enquête, dans les rapports qui ont été faits par les G20, on a vu que la moyenne des dépenses s'élevait à $285 par habitant, avec des variations spectaculaires des pays aux autres. Voilà, et je termine ici et je vous remercie. Merci beaucoup, Anna. Peut-être quelques éléments d'échange. Alors vous avez indiqué effectivement qu'en moyenne, c'est 2/3 d'année scolaire qui a été perdue par les élèves. En France, on s'est inquiété, et peut-être que Fabienne pourra nous dire si elle a des données sur ces aspects-là, des risques de démission scolaire qu'il pouvait y avoir, notamment pour les publics les plus fragiles. J'imagine que, et peut-être avez-vous des éléments d'information sur ces risques-là et sur les phénomènes de démission, de décrochage, on dit chez nous, mais voilà, dans d'autres pays, notamment, je pense, pays où déjà la scolarisation n'est pas acquise, notamment la scolarisation des plus jeunes. En fait, c'est vraiment une question hyper importante et
malheureusement, on voit que pour certains publics, les effets sont très importants et beaucoup plus importants que pour d'autres. Je parle notamment, par exemple, si on regarde dans les pays à bas revenus, les décrochages ou l'arrêt de la scolarité pour les filles est beaucoup plus fréquente. Et en fait, parce que comme vous l'avez noté, il y a des choix qui se font à la maison, dans les pays notamment les plus pauvres, avec qui scolariser et quand. Et donc, dans une situation de crise, c'est les plus marginalisés et les plus vulnérables qui sont plus à risque. Mais c'est pas seulement le cas pour les filles. En fait, il y a beaucoup de jeunes et dans les pays européens et en fait, d'ailleurs, les taux de NEETs, ceux qui ne sont pas en éducation et en formation, a vraiment augmenté parce que un des effets importants de cette crise sur l'éducation de la COVID est que il présente un impact très important aussi en termes de possibilités dans le futur. En fait, l'impact, il y a très peu d'études qui regardent ça, mais l'impact sur les revenus et sur les carrières que cette interruption de scolarité risque d'être très important. Il y a des études qui commencent à être faites sur ces problèmes et comment en fait, l'interruption de scolarité et les drop, en fait, l'effet de ne plus être scolarisé aura des effets sur les revenus futurs. Donc, je dirais de nouveau, comme je l'ai dit pendant ma présentation, il faut regarder et continuer à monitorer pas seulement l'effet global, mais aussi l'effet sur les groupes qui sont plus à risque des marginalisations. On parle des filles, mais on parle aussi des porteurs d'invalidité, par exemple. Les enfants qui ont d'invalidité, ce qu'on appelle people with disabilities, ou les minorités ethniques. Je parle d'un panorama large. Naturellement, si on fait une distinction entre les pays à haut revenu et les pays à bas revenu, les situations peuvent être différentes, mais il faut tenir présente qu'il y a toujours un public qui est plus vulnérable. Alors, en France, comme en Italie, comme dans les pays européens, il peut y avoir, par exemple, les publics qui habitent dans les campagnes, dans les zones rurales où il n'y a pas d'accès à Internet. Mais aussi les publics comme les réfugiés, par exemple. Et on sait que dans les pays européens, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà à risque d'avoir une scolarité inférieure par rapport au public normal, en fait. Micro, voilà, pardon. Avant de passer la parole à Fabienne, une question qui est posée sur le chat qui nous interroge finalement. Vous signalez, Anna, que les femmes sont plus souvent en télétravail que les hommes dans l'échantillon. Voilà. Et la question est, sait-on pourquoi? Alors, c'est une bonne question. En fait, c'est une question très importante. Il faut dire que ce qui a manqué, je n'ai pas eu le temps de le dire, dans beaucoup de pays, c'est vraiment au début la prise en considération des effets des genres. Donc maintenant, ça commence à l'être. Et en fait, vous voyez dans ces diapos que vous avez devant vous, il y a un rapport qui a été lancé par l'UNESCO il y a quelques semaines sur les effets des genres causés par la COVID. Pourquoi les femmes sont plus souvent en télétravail? Parce que les femmes, déjà au départ, ils ont cette double responsabilité plus souvent que les travails et la charge des enfants à la maison. Et donc, puisqu'il y a eu dans plusieurs pays la classe à la maison, notamment, les femmes ont été celles qui sont occupées plus des enfants. Et dans certains pays, notamment, il y a eu vraiment des groupes de travail qui se sont formés pour examiner quels sont les effets. Et donc, en Europe notamment, il y a beaucoup de pays qui ont mis en place des mesures pour soutenir les child care, donc la petite enfance, pendant la COVID, parce qu'on s'est rendu compte que le télétravail
a des conséquences aussi en termes socio-émotionnels, des effets psychologiques très importants. Il y a eu des pays dans lesquels les poids du télétravail et de la charge des enfants a augmenté pour les femmes, mais il y a eu des pays, par exemple, comme l'Espagne ou le Royaume-Uni, où les papas ont été beaucoup plus impliqués qu'avant dans le travail des enfants. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu une division différente du travail à la maison et surtout parce qu'il y a eu des politiques qui ont été mises en place je dirais, un début de pandémie. Juste pour clôturer cette discussion aussi, je pense qu'il est très important quand on parle de la COVID-19 et des effets sur l'éducation, tenir en compte vraiment cet aspect des genres et les effets cumulés que ça peut avoir sur le travail en famille, sur le travail et la famille, pardon, pas le travail en famille, et l'effet que vraiment il y a des personnes derrière cette situation, que ce soit des parents qui ont souvent aussi un travail à l'extérieur. Les femmes sont souvent impliquées dans des travaux de services. Ça, c'est aussi le cas. Dans les services essentiels, le pourcentage des femmes qui sont employées comme infirmières, comme enseignantes ou qui travaillent dans les services notamment est beaucoup plus élevé. Et donc, il y a eu aussi un effet très important en ces termes. Et très peu ont été les pays qui ont pris en considération ces doubles effets ou ces augmentations des risques pour les femmes à la maison. Et qu'est-ce que ça signifie en termes de travail, des charges domestiques et des charges professionnelles? Merci pour tous ces éléments. Je pense que, voilà, je regardais Romain notamment. Je pense que sur ces questions-là, effectivement, l'enquête de Romain nous permettra d'aller un peu plus loin dans la réflexion et de bien expliquer justement les raisons pour lesquelles, effectivement, les femmes ont été particulièrement sollicitées, pour le dire comme ça, dans tout ce qui a eu un trait à l'école, à la maison. Voilà, donc je propose de poursuivre et de donner la parole à Fabienne, peut-être pour une présentation maintenant un petit peu plus resserrée sur le cas de la France et donc à partir des enquêtes de l'ADEPE, de ce qu'on peut savoir des effets de la Covid sur notre école de manière générale, avec une situation finalement, je crois que vous avez développée, qui est un petit peu paradoxale et peut-être qui est plutôt porteuse d'espoir. Et merci. Je crois que ce qui est important peut-être avant que j'expose ce qu'on sait déjà, hein, c'est de se rappeler, c'est ce qu'a répété Anna, hein, ce qu'on savait en France sur la crise sanitaire et ses conséquences avant de fermer les écoles. C'est-à-dire que, on l'a vu dans la présentation précédente, hein, toutes les études dont on disposait sur l'effet d'une fermeture des établissements scolaires laissaient quand même présager des risques très forts. D'abord en termes de baisse des résultats scolaires et surtout d'augmentation des inégalités scolaires selon le milieu social. Et puis, en France, le passage à un enseignement à distance pouvait être anticipé comme difficile. D'abord, comme vous le savez, nos enseignants ne sont pas équipés d'ordinateurs par leur employeur, à la différence d'autres actifs, hein, d'autres catégories d'actifs. Dans les enquêtes qui existaient avant la crise, par exemple, je pense à Thalys en 2018, les enseignants français y rapportaient avoir peu recours aux technologies de l'information et de la communication dans leur pratique d'enseignement, contrairement à ceux d'autres pays de l'OCDE. Ils avaient moins suivi de formation, ils étaient d'ailleurs plus demandeurs. Dans l'enquête de l'ADEPE, EPOD, qui était toujours en 2018, on voyait même que l'utilisation du numérique était considérée comme la pratique pédagogique la moins prioritaire, la moins faisable et d'ailleurs la moins répandue. Enfin, il y avait une autre alerte, c'est que par exemple dans l'enquête, dans l'évaluation internationale ICILS de 2018 sur l'EEA, sur les performances des élèves en littératie numérique et en pensée informatique, on voyait déjà des écarts très forts entre le score des élèves les moins favorisés socialement et les plus favorisés. Et puis, il faut avoir en tête quand même les ordres de grandeur en France, c'est-à-dire que c'est 1 million d'enseignants et 12 millions d'élèves qui devaient basculer du jour au lendemain en enseignement à distance. Donc, c'est vrai qu'on pouvait légitimement être assez inquiet sur ce passage. Alors, qu'est-ce qu'on observe ? En fait, je vais m'appuyer sur différents dispositifs qu'on a mis en place à l'ADEPE justement pour
éclairer la crise sanitaire et ses conséquences, et en particulier les écarts sociaux. Vous trouverez plus d'informations sur notre site si vous voulez. Il y a déjà 2 dispositifs de l'ADEP qui permettent de rendre compte de ce qui s'est passé pendant la période de confinement et surtout des effets. Alors tout d'abord, il y a un grand dispositif. On a lancé dès mai 2020 7 enquêtes auprès de familles d'élèves du second degré et aussi auprès de différents acteurs du système éducatif, donc les personnels de direction, directeurs d'école, inspecteurs pédagogiques, professeurs du premier et second degré. On les a lancés très vite après l'ouverture d'école, puisqu'en France, le confinement a duré 2 mois, parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait une perte en termes de mémoire. Alors le problème, on l'a vu dans le diaporama d'Anna, c'est qu'on ne peut pas trop se comparer à d'autres pays. Il existe peu ce genre d'enquête, ni même, je dirais, au sein de la France, à d'autres administrations, il y a eu peu d'enquêtes auprès des usagers. Voilà, donc ça, c'est le premier dispositif. Le deuxième sur lequel je vais m'appuyer, ce sont la chance qu'on avait en France. On avait des évaluations nationales exhaustives que nous menons depuis 2018, donc avant la crise, en début de CP, début de CE1, début de 6e. Nous avons en plus rajouté des questions supplémentaires sur le vécu du confinement. Alors, c'est un dispositif qui est assez unique au monde, et du coup, c'est vrai qu'on ne peut pas trop se comparer. Pour répondre à une préoccupation qu'avait Anna, on a aussi une enquête, on n'a pas encore les résultats, auprès de notre panel d'élèves en situation de handicap qu'on suit, et on verra comment la crise, le confinement, les a aussi impactés. Alors, qu'est-ce qu'elles nous apprennent, ces enquêtes? Je crois que le message principal, et Marc l'a un peu évoqué, ce qu'elles ont mis en avant, c'est une image plutôt positive, et d'ailleurs assez cohérente selon les différents acteurs interrogés, que ce soit les personnels du ministère ou les parents, sur ce qui s'est passé en termes d'apprentissage, mais aussi sur les effets de la période de confinement. Alors avec bien sûr, j'y reviendrai, une appréciation qui varie selon le secteur d'enseignement, le milieu familial, et surtout le niveau scolaire. Alors du côté des personnels, ce qu'on a vu, c'est que les enseignants considéraient majoritairement, c'est que les élèves ont appris de manière satisfaisante. Ils sont 77% dans le premier degré et 68% dans le second degré, donc c'est plutôt des taux élevés. On retrouve aussi ces pourcentages quand on interroge les inspecteurs ou les directeurs d'école, ou bien dans le second degré. Dans le second degré, on voit des différences très fortes. L'appréciation est bien meilleure en collège et en lycée général et technologique qu'en lycée professionnel. Alors de même, on a aussi des différences selon le secteur d'enseignement, comme on pouvait s'y attendre. Dans le premier degré, ce sont les 2/3 des professeurs des écoles qui sont en éducation prioritaire qui portent un regard positif sur l'apprentissage des élèves, contre 77%, on l'a vu dans le total. Et dans le second degré, 85% des enseignants du privé se déclarent satisfaits de l'apprentissage des élèves. C'est 70% dans le public hors éducation prioritaire et seuls 50% dans l'éducation prioritaire. Voilà, donc des différences déjà fortes. Alors, quels ont été les freins selon les enseignants? D'une manière générale, ces freins, ils varient vraiment selon le secteur d'appartenance, c'est-à-dire ou non à l'éducation prioritaire, mais aussi le niveau de la classe. Au collège, les écarts entre l'éducation prioritaire et hors éducation prioritaire, les plus forts, ce sont ceux relatifs aux contraintes matérielles, aux contraintes techniques des élèves, au manque de soutien et d'appui scolaire à la maison. Ils citent aussi le manque de motivation, les difficultés à travailler et à organiser le temps de travail. Voilà. Et on a un peu le même genre d'écart dans le second degré, dans le second cycle du second degré, entre les enseignants de lycée général et technologique et lycée professionnel. Et enfin, ce qui a aussi été un frein fort, c'est le manque de compétences numériques des élèves, avec des écarts marqués entre l'éducation prioritaire et hors éducation prioritaire. Alors, quels ont été les effets bénéfiques? Eh bien, en fait, 8 enseignants sur 10 disent que la période aura eu des effets bénéfiques sur les compétences numériques des élèves et sur leur autonomie. Donc ça, c'est très important pour y revenir. Plus d'un enseignant sur 2 identifie aussi un effet bénéfique sur la quantité de travail. Alors, si on regarde du côté des enseignants, puisqu'il y avait quand même des inquiétudes sur leur équipement et leur entrée dans le travail à distance. Donc là, ils ont tous utilisé leur ordinateur, ils avaient un accès à Internet, mais en fait, 2 sur 5 nous ont dit que la qualité insuffisante de leur équipement a constitué un frein. Et puis, la qualité de la connexion Internet à domicile a également posé des difficultés. Voilà. Ensuite, ils ont beaucoup bénéficié de l'aide de leurs collègues, de l'équipe de direction de leur établissement, surtout dans les premiers jours pour se lancer. Alors, une grande majorité, comme on le savait, n'avait suivi aucune activité de formation continue sur le numérique au cours des dernières années. Et on voit bien que ceux qui en avaient suivi, la moitié d'entre eux nous ont dit que ça les avait vraiment aidés.
Et bien sûr, pendant la période de confinement, 2 sur 5 se sont vus proposer des formations. Alors, les effets qu'ils ont vus, les enseignants, sur cette période, elle est aussi importante en termes de conséquences. C'est un effet positif sur la mutualisation de ressources pédagogiques avec leurs collègues et sur le travail de concertation. Alors, que nous disent les parents? Les parents ont le même retour positif, et ça, c'était un message quand même très, très important. 8 parents sur 10, de collégiens et de lycéens, nous ont dit que ce qui avait été proposé à leur enfant était profitable, et le chiffre est le même quel que soit le milieu social. Alors, les parents nous disent que ça a plus profité aux élèves qui étaient déjà de bons élèves et aux filles. Alors, bien sûr, comme les élèves de milieux favorisés sont plus souvent de bons ou d'excellents élèves, ce qu'on voit quand même, c'est qu'à niveau scolaire équivalent, les parents de milieux défavorisés déclarent plus souvent que ceux de milieux très favorisés que le travail scolaire a été utile. Ils sont beaucoup plus contents de ce qui s'est passé. Les parents ont aussi confirmé le gain en autonomie qui avait été mis en avant par les enseignants. Ils considèrent aux 2 tiers que leur enfant a maintenu son niveau d'apprentissage et 4 sur 10 qu'il a progressé. Ensuite, 6 sur 10 nous disent qu'il a découvert des nouvelles méthodes d'apprentissage et qu'il est devenu beaucoup plus autonome. Voilà. La plus grande difficulté qu'ont déclaré les parents dans l'enquête, c'est le fait que le confinement était psychologiquement difficile à vivre. Et ça, c'est l'effet le plus fort en termes de difficultés. Par contre, sur les difficultés liées à la réalisation du travail scolaire, on a des pourcentages qui sont beaucoup plus faibles. 25% ont dit qu'ils ont eu des difficultés pour motiver leur enfant. 19% disent qu'ils ont manqué de temps pour l'aider. 1 sur 10 nous dit qu'il a eu des difficultés pour l'aider et 1 sur 10 dit qu'il y a eu des difficultés liées à un manque de soutien des professeurs. Donc, on a des pourcentages beaucoup plus faibles. Alors, par contre, comme on pouvait s'y attendre, les élèves de familles nombreuses ou monoparentales ou de milieux défavorisés ont rencontré des difficultés plus prononcées, en particulier pour s'organiser, pour comprendre les cours. Par contre, et ça c'est très intéressant, les élèves de milieux défavorisés ont moins souvent que les autres rencontré des difficultés pour s'organiser ou travailler en autonomie. Alors ça s'explique peut-être par le fait qu'ils ont une plus grande habitude de se débrouiller seuls pour leurs études, tandis qu'on le sait par d'autres études, les élèves les plus favorisés sont souvent plus aidés par leur famille, mais ont aussi plus recours à des cours de soutien payants. Comme on pouvait s'attendre, les difficultés des parents pour aider à comprendre le cours ont été plus fréquentes chez les enfants de milieux défavorisés, mais par contre, le manque de temps pour le faire a été à l'inverse plus fréquent pour les enfants de milieux très favorisés, en liaison sûrement avec le type d'emploi des parents. Alors, pour revenir à ce que disait aussi Anna, au total, les parents nous ont déclaré pour 2 tiers avoir passé plus de temps pendant le confinement plus de 2 tiers avec plus de temps pendant le confinement en activité scolaire à leurs enfants, avec une très grande différence, 62% des mères contre 1 tiers des pères. Donc, c'est vrai que ça, c'est assez important à mettre en avant et ça rebondit sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, selon les parents, seuls 2 élèves sur 10 ont rencontré des difficultés de connexion, d'organisation ou de travail. Et seuls 11% nous ont dit qu'il a manqué de matériel. C'est vrai que les élèves sont plutôt, en fait, contrairement à ce qu'on pouvait penser, pas mal équipés, que ce soit ordinateur ou d'ailleurs le téléphone, parce que les enseignants ont joué sur différents matériels. Et surtout, les collectivités en France avaient aussi pas mal équipé. Alors, bien sûr, il existe des disparités selon le milieu social. Par exemple, les élèves issus de défavorisés, 14% d'entre eux ont manqué de matériel et 5% de places au domicile contre 5% et 2% pour les élèves de milieux très favorisés. Voilà. Donc, voilà. Alors, le résultat principal, et il est important, c'est que dans toutes les dimensions où il y a eu des difficultés, le premier facteur qui les explique, c'est le niveau scolaire de l'élève, c'est-à-dire s'il était déjà un bon élève ou s'il avait des difficultés scolaires. Alors, si on regarde du côté des élèves pour conclure, sur ces enquêtes, les élèves, eux, ils disent très majoritairement ne pas avoir rencontré de difficultés matérielles ou d'organisation. Par contre, 2 sur 5 disent qu'ils ont manqué de motivation pour travailler et on voit le rôle de l'école en physique sur ce côté-là. Voilà. Donc, c'est vrai qu'en conclusion, ces enquêtes montrent que, bien sûr, les conditions sont différenciées selon les caractéristiques scolaires et sociales, mais que les conditions ont été nettement plus défavorables, d'abord pour les élèves qui avaient des difficultés scolaires. Voilà. L'origine sociale, elle a pesé, mais moins fortement quand on fait des modèles, toutes choses égales par ailleurs. Bien sûr, à caractéristiques scolaires comparables, les conditions matérielles ont été plus défavorables, et celles à la réalisation du travail, plus défavorables dans les favorisés. Et ce qui est important, je l'ai déjà dit, mais je pense que c'est un signal fort, les opinions des parents sur la capacité de leur enfant à s'adapter, leur ressenti en termes d'utilité d'apprentissage
ont été beaucoup plus positifs chez les parents d'élèves issus de milieux défavorisés que favorisés. Voilà, donc voilà ce que dit cette enquête, hein, on pourra y revenir. Donc ça, c'était le premier dispositif. Alors le deuxième, c'est nos évaluations nationales exhaustives de début d'année, puisqu'elles existaient avant le Covid, avant le confinement, on peut voir quels effets le confinement a eu sur les compétences des élèves. Alors dans cette enquête, on en a profité pour poser des questions aux directeurs et directrices d'école. Et alors, les directeurs et directrices d'école, à la rentrée 2020, nous ont dit que leur priorité était bien sûr d'identifier, de remédier aux difficultés des élèves, mais aussi, et c'est très important, dans les écoles en éducation prioritaire, de rassurer les élèves sur la situation sanitaire. C'est un facteur qui a été énormément cité. Les élèves sont revenus à l'école, pour les plus petits, hein, surtout, très, très angoissés. Ensuite, les directeurs et directrices d'école nous ont souligné les incidences positives dans les relations entre les enseignants et les familles, surtout en éducation prioritaire. Et ça, c'est je pense, une thématique qu'il faudra suivre, hein, parce que c'est vrai que, voilà, pour voir si ça a vraiment changé des choses. Et enfin, ils identifient également des incidences en termes d'autonomie dans le domaine du numérique, mais par contre, pas sur la motivation. On a vu qu'en effet, c'était plus difficile de motiver à distance. Alors, les élèves, qu'est-ce qu'ils nous disent, eux ? Ce qui ressort le plus fortement, avant tous les facteurs, c'est qu'ils ont été touchés par la peur du coronavirus, surtout les plus jeunes, et les élèves scolarisés en éducation prioritaire et les filles. Ils ont tous trouvé que le confinement a été long, ennuyeux, a généré de la frustration par manque de relations sociales. Et le résultat très fort, Anna l'a aussi évoqué tout à l'heure, c'est que les filles ont beaucoup moins bien vécu le confinement que les garçons dans toutes les dimensions. Ensuite, les difficultés à travailler à domicile ont été plus ressenties par les élèves du réseau d'éducation prioritaire. Et si on regarde, donc je conclurai là-dessus, les élèves de REP+, sont 2 fois moins nombreux que ceux qui étaient dans des collèges publics hors éducation prioritaire à avoir été aidés par leurs parents. Mais par contre, ils ont été beaucoup plus aidés par leurs professeurs ou par d'autres personnes, des frères, des sœurs, de la famille. Voilà. Donc ça, c'est sur le ressenti des élèves sur cette période-là. Alors maintenant, les conséquences en termes d'apprentissage, qu'est-ce qu'on voit ? Alors à l'entrée en CP, ce qu'il faut se rappeler, c'est que les autres années où on avait fait notre évaluation, donc en 2018 et 2019, on ne voyait pas de changement, ni en termes d'acquis des élèves, ni en termes d'écart entre les élèves en éducation prioritaire et hors éducation prioritaire. Ce qu'on constate en septembre 2020, c'est une baisse de la part des élèves qui ont une maîtrise satisfaisante, ceci quel que soit le domaine évalué, et des écarts qui s'accroissent entre le niveau de maîtrise des élèves qui rentraient en CP en éducation prioritaire et les autres. Ce que ça veut dire, c'est que la génération qui a connu le confinement et en fin de maternelle, est entrée en CP avec des acquis moins affirmés que celle qui l'avait précédée, qui n'avait pas connu le confinement, et les écarts scolaires se sont aggravés. Voilà. Alors par contre, ce qui est très important, c'est que depuis la rentrée, on a fait une nouvelle évaluation, un mi-CP, c'est-à-dire en janvier 2021. Et si on compare par rapport à janvier 2020, eh bien par contre, on voit une amélioration des résultats. Alors en mathématiques, quel que soit le secteur, hein, en janvier 2021, on est au-dessus de janvier 2020, donc avant la crise. Et en français, on est au-dessus, excusez-moi, quel que soit le secteur, sauf en REP+, où on aura revenu au niveau d'avant la crise. Donc, c'est plutôt un résultat très positif. Et les écarts diminuent entre le début de CP et la mi-CP. Par contre, on était parti avec un tel écart en septembre qu'en fait, on n'arrive pas à redresser complètement. Et on a des écarts un peu plus élevés en janvier 2021 qu'en janvier 2020. Donc, les résultats négatifs quand même du confinement ont été en partie redressés. Alors, en CE1, les effets de la crise sont beaucoup plus forts, tout simplement parce que les élèves étaient en CP, qui est une année qui est très importante pour les élèves. Alors, ce qu'on voyait les années précédentes, c'est qu'entre 2018 et 2019, on avait une forte progression des résultats des élèves et une baisse des réductions des écarts entre les élèves en éducation prioritaire et les autres. Ce qu'on constate en septembre 2020, c'est une baisse forte des résultats en français, en lecture et en écriture, qui sont les domaines qui sont vus en fin d'année de CP, donc pendant la période où on avait l'école à distance. En mathématiques, c'est assez stable et par contre, les écarts s'accroissent entre les élèves en éducation prioritaire et les autres. Ce que ça veut dire, c'est que la génération qui a connu le confinement
quand elle était en CP, est arrivée en CE1 avec des acquis beaucoup moins affirmés que celles qui l'avaient précédée, et on voit des écarts. En début de sixième, par contre, on a des acquis qui sont exactement les mêmes. On a même une amélioration en français. Hein. Donc voilà, ce qu'on voit bien, c'est ce qu'on avait vu avant, hein, c'est-à-dire que ça dépend beaucoup du niveau scolaire. Par contre, en début de sixième, on a quand même un accroissement des écarts. Alors en conclusion, ce que je dirais, c'est que contrairement à ce qu'on pouvait craindre, l'école en France a plutôt bien fonctionné pendant les 2 mois de confinement, hein, de l'avis des acteurs et des usagers. Là, c'est du qualitatif, hein. Même si on voit que les élèves de milieux défavorisés ont rencontré plus de difficultés que les autres. On a d'une certaine manière avec ces enquêtes une estimation de ce qui se passe quand l'école n'est pas là en physique. Et ça, c'est vrai que c'est un événement assez extraordinaire. On voit une augmentation, hein, des inégalités scolaires et sociales, surtout pour les plus jeunes et les plus faibles scolairement. Enfin apparaît le rôle, et Anna l'a évoqué, le rôle économique et social de l'école pour les parents, spécifiquement pour les femmes, hein, en conciliation entre vie professionnelle et vie privée. Et voilà. Donc, en termes prospectifs, ce qu'on a vu, c'est ce qui apparaît fortement, c'est le développement de l'autonomie. Ça sera intéressant de voir en quoi ça va changer voilà, le fonctionnement de l'école, les relations entre les enseignants et les élèves, comment vont évoluer les relations entre les enseignants et les parents aussi. Et puis, ça montre, et Anna aussi l'a montré, hein, le rôle fort de l'école et donc l'importance, je dirais, de pas de dépenser pour l'école, mais d'investir pour l'école, de par son rôle très fort qu'on a vu justement dans la période où on l'a fermée physiquement. Je vous remercie. Merci Fabienne pour tous ces éléments et effectivement une sensation un petit peu positive effectivement de la capacité que l'école a eue de s'adapter à ce contexte-là, avec tout de même des résultats aussi en termes d'inégalité, vous l'avez bien dit, effectivement, qui sont tout de même à bien pointer et dont il faut tenir compte pour pouvoir y remédier. Alors, une question posée sur le site Internet qui est, tout d'abord, qui vous remercie pour cette présentation et qui finalement signale le contraste entre la présentation d'Anna, c'est-à-dire quand même pointant un certain nombre de difficultés, et puis finalement des résultats qui sont somme toute non pas positifs uniquement, mais quand même plus encourageants d'une certaine façon. Alors peut-être une première réponse évidemment est quant au niveau de développement et au niveau d'infrastructure, tout simplement différent entre la France et puis les pays notamment les plus pauvres. Mais la personne demande également, s'interroge sur les enquêtes et sur le taux de réponse. Alors moi je sais que ça répond évidemment à des standards extrêmement élevés, mais peut-être voulez-vous dire un mot là-dessus? Oui, non, il y a eu un très bon taux de réponse. En fait, vraiment, les acteurs ont joué le jeu. Et je dirais mes équipes aussi, parce qu'elles étaient confinées quand elles ont commencé ces enquêtes. Hein. Non, on a un très bon taux de réponse. Alors après, ce qu'il faut voir, hein, mais il faut se rappeler, parce que là, on est en train de jouer sur l'effet mémoire. À la période où il y avait ça, il y avait beaucoup d'exemples d'enseignants qui se sont mobilisés de façon assez incroyable. On parlait des fois de difficultés de connexion dans le rural. Les enseignants se sont rendus dans les domiciles des parents. Ils ont aussi beaucoup joué sur le téléphone. Quand les plus petits n'avaient pas d'ordinateur, etc., il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites par téléphone parce que voilà, beaucoup d'enfants aussi ont le téléphone portable. Ils ont inventé d'autres manières de communiquer avec les élèves. Hein. Donc voilà, ça, vous pouvez le retrouver sur le site. Alors, ce qu'il faut aussi voir, c'est que notre confinement, il a duré que 2 mois. Et on est quand même un pays par rapport aux autres. Voilà. Donc, c'est vrai que ça a duré finalement très peu. Donc voilà. Alors après, l'enquête là, c'était du qualitatif. Hein, c'est-à-dire que voilà. Mais ce qu'on a bien vu dans les évaluations des élèves, c'est, voilà, on a eu des baisses très fortes d'inégalité, ça on pouvait s'en douter. Ce qui est un peu, je dirais, frustrant, c'est qu'on n'a pas des comparaisons dans d'autres pays, c'est-à-dire, est-ce que d'autres pays où le confinement a été équivalent ou plus long ont vu des baisses plus dramatiques, plus fortes des niveaux? Bon, voilà. Et ça va être très difficile parce qu'une fois que c'est terminé, on ne le verra jamais. Je pense même aux évaluations internationales qui vont avoir lieu, Pearls, PISA, Teams. En fait, comme les élèves, ça se passe plusieurs années après, il y aura tellement de phénomènes qu'on ne pourra pas savoir qui vient d'où. Non, mais je pense que voilà, il y a eu, si vous lisez tous les documents qu'on a mis en ligne, il y a eu une créativité des enseignants, surtout, je dirais, vers les élèves les plus défavorisés, pour trouver voilà, des méthodes pour continuer pour avoir cette continuité pédagogique, qui est assez importante. Et c'est vrai que on s'en souvient tous quand on a sorti l'étude, c'était assez impressionnant de ce côté-là.
Et donc, je précise effectivement que toutes ces notes d'information sont directement accessibles et toutes les données, évidemment, sont totalement ouvertes. Et sur le site du ministère, vous avez tout cela très facilement accessible. Une question que me souffle Simon et que je relais pour gagner un petit peu de temps rapidement. Est-ce que le critère rural-urbain est aussi un élément d'inégalité? Alors, je crois qu'on l'a abordé, mais en fait, dans le rural, c'est ce que je disais tout à l'heure, je parlais des déplacements des enseignants. On a vu, on a vu ce genre de choses, c'est-à-dire certains enseignants qui faisaient un déplacement physique et qui ont joué sur bien de choses. On sait bien sûr. Alors, le rural, nos écoles rurales, nos établissements ruraux, parce que là, c'est du côté des parents, c'était le second degré, ils sont à la limite plus équipés qu'ailleurs. Par contre, le souci, c'est ce que disait Anna, c'est les liaisons Internet. Voilà. Donc voilà, il y a eu en effet des plus grandes difficultés Internet, mais ils ont réussi à jouer sur, d'une façon ou d'une autre. Et après, je dirais que 2 mois, c'est que 2 mois. Peut-être que sur le long terme, et ça on le sait, dans le rural, on a quand même beaucoup plus de difficultés en termes de flux Internet qu'ailleurs, et donc c'est des choses qui n'auraient pas été tenables peut-être sur plus longue période, mais qui correspondent aussi à des investissements qui sont faits ou qui vont être faits actuellement justement pour pallier. C'est ce que tu disais, Marc, c'est-à-dire que ces enquêtes, elles nous alertent sur les endroits où il faut progresser. Je pense que les réponses des enseignants sur leur équipement, par exemple, sont quand même assez intéressantes de ce côté-là. Voilà. D'accord. Alors, évidemment, sur les résultats des élèves, tu as beaucoup parlé des résultats du premier degré à partir évidemment des outils dont on est disposé avec les évaluations exhaustives. Est-ce qu'on pourra avoir, et est-ce qu'on a des outils pour pouvoir le faire, des données à peu près comparables pour le second degré? Est-ce qu'il y a des enquêtes là-dessus en cours ou pas? Alors, j'ai parlé de 6e, où on ne voyait rien, en fait. On avait même une petite progression en français, on est sur du long terme. Les explications en 6e, c'est d'une part d'abord que les compétences testées, c'était des compétences quand même de base en français et en mathématiques. Donc, l'élève qui rentre en 6e, il les a depuis un moment. En fait, c'est des compétences très ancrées. Il y avait eu aussi un gros travail de vacances apprenantes, en particulier en éducation prioritaire. Et ça a peut-être aidé parce que voilà, ça c'est important. Alors, on va continuer dans les dispositifs. Là, j'ai parlé que de ceux qui nous permettent d'avoir des résultats. On a eu, entre guillemets, une chance extraordinaire, c'est qu'on suit des panels d'élèves. Les panels d'élèves qu'on suivait, ils étaient en 3e, donc c'est au moment où il y a les choix d'orientation. Et donc, on a rajouté des questions sur ce qui s'était passé pendant la crise, l'impact que ça pouvait avoir. Et eux, on va les suivre. Et donc, on peut aussi les comparer par rapport à d'autres panels avant. On verra les différences. J'ai parlé du panel des élèves en situation de handicap. Et ça sera vraiment une source très importante de savoir comment ils ont vécu cette période. Parce que, voilà, ça peut être… Et on vient juste de faire une évaluation, justement, des compétences des élèves. Donc, ça sera très intéressant. On a aussi d'autres façons de les suivre. On a parlé un peu de l'entrée dans l'emploi. On a désormais un dispositif qui s'appelle Insert Jeune, qui permet de suivre presque individuellement chaque élève, puisque c'est fusion de 2 sources administratives. Et donc déjà, ce qu'on voit, c'est que la génération qui sortait en 2020 a plus souffert que la génération 2019 en termes d'insertion. Voilà. Alors par contre, ce qui est très intéressant, et on pouvait s'y attendre, c'est que c'est très différencié selon les secteurs. Donc oui, on a mis en place des instruments pour suivre ce que ça va donner. Le problème, c'est qu'il faut un peu de temps. Bien sûr. Merci pour toutes ces précisions. Je vais donner tout de suite la parole à Romain qui, évidemment, à travers sa vaste enquête sur les relations famille-école et notamment de ce que c'est que l'école à la maison, va permettre de compléter les éléments déjà apportés par Anna et Fabienne. Merci beaucoup. Je vais essayer de partager mon écran. Voilà. Alors, très bien, effectivement, je vais essayer de vous présenter rapidement, très rapidement, quelques résultats issus de cette enquête qu'on a menée avec mon collègue Philippe Opiron. C'est une enquête qu'on a réalisée auprès des parents d'élèves du système éducatif, donc premier, second degré. Et on a obtenu à peu près 30 000 réponses, et là, je vais vous présenter des résultats qui sont basés sur 19 000 réponses, c'est-à-dire les 19 000 parents d'élèves qui sont entre le CP et la 5e, parce qu'on a repéré, je vous passe les détails, qu'il y avait une expérience à peu près homogène en fait du suivi du travail scolaire sur ces niveaux-là, du CP à la 5e. Alors voilà ce que ça va poser comme question. D'abord, c'est évidemment
le fait que le moment du confinement, hein, et l'école à la maison va mettre en évidence, révéler un certain nombre d'inégalités scolaires qu'on pouvait soupçonner ou qu'on avait d'ailleurs très très bien documentées par ailleurs et depuis longtemps. Alors il faut voir que cette expérience de l'école à la maison est très particulière pour deux raisons. On pourrait le résumer comme ça. D'abord, l'école à la maison, elle est obligatoire, premièrement, et ça c'est assez particulier et ça prend une acuité assez particulière en France parce que on sait qu'en France on a maintenu un principe d'obligation scolaire, hein, une continuité pédagogique qui était plus forte qu'ailleurs. Hein. On a quelques données là-dessus. Ma collègue italienne de Milan, Marta Cordini, dans un article qui va paraître là sous peu dans la revue Éducation comparée, a montré qu'elle a comparé, hein, les différents discours de politique éducative sur la période de confinement dans plusieurs pays européens, et elle montre que c'est en France, hein, qu'on valorise le plus, hein, la continuité scolaire, l'obligation scolaire. Donc la pression scolaire, d'une certaine façon, était probablement plus forte en France qu'ailleurs. Donc l'école à la maison, c'est obligatoire, mais paradoxalement, c'est aussi très très libre, hein, puisque d'une certaine manière, à l'intérieur de cette école à la maison, par définition, hein, c'était un moment assez peu codifié en termes d'attente scolaire. Hein, donc, voilà, hein, on ne savait pas exactement comment faire. Donc, chacun a fait comme il pouvait. Chacun a fait dans son coin, chez soi, l'école à la maison. On a eu de plus une vraie explosion des contenus d'enseignement. Hein. Donc, il y a évidemment les contenus d'enseignement qui étaient transmis par les enseignantes et les enseignants, mais parallèlement, on a eu des contenus d'enseignement disponibles sur Internet, disponibles dans des programmes télévisuels, etc. Donc, on a eu vraiment beaucoup de façons de faire l'école à la maison, d'une certaine façon, une grande diversité de possibilités et par conséquent, des arbitrages qui sont un peu différents selon les milieux sociaux. Donc, tout en étant obligatoire, elle était très libre, et cette liberté, d'une certaine façon, était aussi, pour certains milieux sociaux, un piège. Donc, je vais essayer de parler très, très rapidement, hein, de la question des malentendus scolaires qui surgit dans la relation pédagogique, donc évidemment dans la relation pédagogique entre enseignants et d'un côté, hein, et les familles, c'est-à-dire les parents et les élèves, mais aussi les malentendus qui peuvent surgir entre les enfants et leurs parents qui jouent pendant l'école à la maison, cette période un peu particulière, le rôle d'enseignant de substitution. Donc, cette notion de malentendu, très rapidement, je vais la définir. Les malentendus désignent en fait la différence qu'il peut y avoir dans la compréhension du sens des apprentissages entre ce qui est programmé par les enseignants et les enseignantes, d'une part, et ce qui est effectivement approprié par les élèves. Donc les malentendus, c'est en fait la compréhension d'une certaine manière des implicites des apprentissages. Hein. Et on voit bien que dans certains milieux sociaux, évidemment, hein, on comprend tout ce qui va avec la consigne, et dans d'autres, évidemment, il y a des petits blocages. Donc c'est pour ça qu'on parle de malentendu. C'est une notion qui est mise en évidence par des chercheurs en sciences de l'éducation depuis les années 1990 et qui permettent de relayer tout un ensemble d'études sociologiques plus traditionnel, on va dire, plus classique. Hein. Je parle évidemment de toute la sociologie critique qui est née dans les années 1960 et qui montre l'existence des inégalités sociales devant l'école. Et puis, enfin, j'essaierai très rapidement, parce que Marc m'avait demandé ça, de réfléchir en termes de prospective, hein, de montrer en quoi ça soulève une question, celle de la formation enseignante, hein, en particulier à ces notions de malentendus, hein, qui sont évidemment au cœur de la construction des inégalités scolaires. Alors, très rapidement, dans l'école à la maison, on a mené une enquête donc, par questionnaire qu'on a complété par des entretiens. Et c'est dans ces entretiens que j'ai trouvé ce petit bijou exemplaire, en fait, hein, des différentes manières de faire l'école à la maison. Donc, on a observé d'abord de très grosses différences entre milieux sociaux en termes d'organisation matérielle du travail scolaire pendant le confinement, c'est-à-dire en termes de
d'organisation spatio-temporelle. Hein. Comment on crée un espace particulier dans l'école à la maison, une école dans l'école à la maison, et comment on crée un temps scolaire particulier coupé des autres moments hein, de la journée. Et donc, voilà, bon, tout le monde en a fait un petit peu l'expérience. Hein, dans le confinement, hein, le temps devient un petit peu élastique, détendu, on ne sait plus comment s'occuper, etc. Eh bien, on voit que dans certains milieux sociaux, on a su structurer ce temps élastique beaucoup mieux. Donc, très tôt, hein, on voit de très grosses différences entre milieux sociaux. Je vous donne un petit chiffre. Hein, les cadres disent à 83% avoir mis en place dès le début du confinement un emploi du temps scolaire hebdomadaire, hein, alors qu'on n'est que sur 52% pour les ouvriers employés. Donc, on a 30 points de différence hein, entre ces deux milieux sociaux. Et on voit bien, voilà, ça c'est l'exemple de Maxence, hein, qui est en CE2, qui, voilà, vous voyez, hein, a organisé sa semaine très très bien. Et on le voit sur un modèle très scolaire. Hein, c'est-à-dire que le matin, il se trouve qu'on a les apprentissages fondamentaux, on n'a pas d'école à la maison le mercredi, comme dans l'emploi du temps scolaire. Hein, voilà, on a des coupures très très nettes, on a des apprentissages apparemment plus détendus l'après-midi, mais qui en fait respectent tout à fait la forme scolaire. Enfin, voilà, on voit bien que le cadre est fixé. Alors, d'autres différences, cette fois non pas en termes d'organisation, de cadrage hein, spatio-temporel de l'école à la maison, mais des différences en termes de pratiques pédagogiques entre milieux sociaux. Donc, vous voyez ici sur la gauche hein, du graphique, ce sont des questions hein, qu'on a posées dans le questionnaire. Quelles sont les pratiques pédagogiques que vous avez dans l'accompagnement de votre enfant dans cette expérience de l'école à la maison? Est-ce que vous êtes assis près de l'enfant hein, vous voyez, par exemple. Alors, ce qui est assez intéressant, ici, ce sont les chiffres hein, qui sont marqués ici, ce sont des coefficients de régression logistique. Hein. Donc, bon, je passe un peu les détails. Le principe d'une régression logistique, c'est de savoir qui, toute chose étant égale par ailleurs, a plus de chances de faire une pratique qu'un autre groupe. Les deux groupes ici ce sont les classes populaires, ici donc ouvriers employés, et puis ici les classes, les professions intellectuelles supérieures, les cadres et les professions intellectuelles supérieures, donc on va dire les classes supérieures, il faudra le dire un petit peu vite. Et donc ce qu'on voit, c'est que sur cette pratique, par exemple, être assis près de l'enfant, eh bien les classes populaires ont plus tendance à le faire que les classes supérieures. Donc, ça permet quand même de remettre en cause une intuition un petit peu courante qu'on peut avoir, selon laquelle il y aurait une démission scolaire des classes populaires. C'est pas vrai. Les classes populaires sont plus souvent accompagnatrices de l'école à la maison que les classes supérieures. En termes de temps, on l'avait mesuré dans le questionnaire, on a en moyenne une quinzaine de minutes hebdomadaires en plus de suivi scolaire chez les classes populaires que chez les classes supérieures. Donc, il n'y a pas d'abandon scolaire ou de démission scolaire hein, chez les parents de classes populaires. Néanmoins, quand on regarde la nature du travail engagé dans ce temps de suivi scolaire, on voit qu'on ne fait pas exactement la même chose. Donc ici, on voit que les pratiques qui sont faites plus généralement par les classes populaires sont des pratiques d'accompagnement assez directes, hein, donc, y compris de présence physique, hein, être assis près de l'enfant, s'assurer que l'enfant envoie le travail demandé, qu'il respecte bien les consignes, on lui fait réciter sa leçon et on fait des exercices en rapport avec la leçon. Donc, en vérité, on a des techniques d'accompagnement qui sont assez directes, qui consistent en fait à répondre formellement à la commande scolaire, alors que dans les classes supérieures, on observe des techniques un petit peu plus détournées, pourrait-on dire, mobiliser des ressources pédagogiques alternatives. Donc, on ne fait pas que ce que l'enseignant a demandé, on va peut-être aller voir ce qui se fait ailleurs. On propose des exercices complexes, on fait des exercices en rapport indirect avec la leçon. Donc, tout ça, ça relève en vérité de techniques de ce que les chercheurs en sciences de l'éducation appellent des techniques de décodage des implicites scolaires. On ne fait pas que répondre formellement à la commande scolaire, on va essayer de chercher ce qu'il y a derrière précisément. Donc on l'observe, et puis on utilise aussi évidemment des contenus apparemment plus relâchés. On met du temps pour les arts plastiques. En vérité, les arts plastiques, c'est peut-être le meilleur moyen de faire des apprentissages scolaires. Il y a des apprentissages scolaires évidemment cachés derrière des formes d'éducation plus informelles.
Voilà. Alors, très rapidement, je voulais aussi vous montrer que dans l'école à la maison, puisque c'est un exemple issu de l'école à la maison, c'est la mobilisation d'une plateforme pédagogique bien connue pour un apprentissage en 6e en français. Hein, c'est une séquence d'enseignement sur le monstre en 6e. Ce qu'on observe, c'est que la plateforme pédagogique va être génératrice de malentendus scolaires assez clairs. Hein. Donc, voilà, je vais passer un peu vite dessus, mais j'ai décrypté un petit peu cette plateforme. Là, je vous en montre simplement ce qu'on observe. On peut être déjà assez surpris par le caractère un peu mosaïque hein, de la plateforme. Il faut voir que voilà, on a beaucoup de couleurs, hein, même formellement, en fait, hein, ça pique les yeux, hein, beaucoup de couleurs. Et puis, on a une hétérogénéité également des codes sémiotiques, hein, parce qu'on voit ici qu'on a du texte, ici on a un scan d'un manuel, ici on a un podcast apparemment, ici une espèce de carte mentale, une image. Il faut voir que les systèmes d'énonciation ne sont pas les mêmes hein, selon ces différents contenus, et que d'une certaine manière, jeter ça à des élèves suppose qu'ils sont capables de décoder en vérité hein, les apprentissages qui sont cachés derrière ces contenus. Donc, en fait, d'une certaine manière, hein, implicitement, l'enseignant fait le pari que l'élève est capable de comprendre ce qu'il y a de caché derrière cette présentation-là. Et je crois hein, que ça suggère beaucoup plus de malentendus scolaires hein, que en classe en présentiel, évidemment, où l'enseignant est là pour expliciter ce qu'il y a à comprendre. Donc, je vais très, très vite dessus, hein, mais voilà, j'ai mené un certain nombre d'entretiens avec les parents d'élèves pour savoir comment a été comprise hein, cette séquence en ligne, et on voit qu'elle a été, évidemment, de façon très différente selon les milieux sociaux et les modes d'accompagnement parentaux. Voilà, alors très rapidement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? À quoi ça peut nous mener? Il est peut-être intéressant de se poser la question des contenus de formation, dans la formation enseignante. Si on voit que ce qui est générateur d'inégalités, ce sont les malentendus socio-cognitifs ou socio-scolaires, pourquoi ne pas mettre cette notion-là hein, au centre de la formation enseignante? Pourquoi ne pas suggérer cette question-là aux enseignants? Je crois que c'est pas seulement une croyance, une conviction, ça a été documenté par mes collègues nantaises, Marie-David et Ludivine Balland, hein, qui ont montré que, je prêche un peu pour ma paroisse, excusez-moi, que la sociologie de l'éducation, les contenus sociologiques sur la question des inégalités scolaires, hein, ces contenus-là ont vraiment reculé hein, dans la formation enseignante depuis 2010. Elles l'ont mesuré, elles l'ont objectivé, elles l'ont montré. Or, il me semble que c'est absolument central parce que, d'une certaine façon, la connaissance théorique des mécanismes d'inégalité scolaire, hein, de reproduction sociale, n'est, il me semble, pas suffisante pour pouvoir lutter concrètement contre ces inégalités. Et je crois que les enseignants connaissent tous très très bien Bourdieu et Passeron, pour le dire voilà, de façon un peu rapide, mais ils ne savent pas comment mettre en marche en fait les acquis de la sociologie de l'éducation pour lutter concrètement, pratiquement contre ces inégalités. Donc je crois qu'il faut probablement réfléchir à cette question de l'inclusion de ces notions, en particulier des notions de malentendus scolaires dans la formation enseignante. Voilà, j'ai terminé, merci. Merci Romain pour ces éléments vraiment très intéressants et donc qui permettent finalement, même si tu l'as dit, ce sont des thématiques qui sont bien observées, documentées depuis de nombreuses années, mais enfin quand même ton enquête permet de montrer in vivo d'une certaine façon la façon dont les inégalités à l'école se construisent et permettent aussi quand même de tordre le cou, peut-être une bonne fois pour toutes, à ce mythe de la démission scolaire des parents des catégories les plus
plus défavorisés, en mettant en évidence à quel point finalement c'est plutôt le caractère démuni dans lequel ils sont, et puis la difficulté qu'ils ont véritablement à rendre explicites les dispositions scolaires qui sont demandées en réalité. Et donc peut-être que est-ce qu'il y a des réflexions aussi à mener autour des contenus d'enseignement. Parce que là, tu parlais des contenus, si j'ai bien compris, de la formation des enseignants, c'est important évidemment, naturellement, c'est essentiel, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être à rendre plus explicite des contenus d'enseignement, des programmes, des méthodes pédagogiques? Oui, ben je crois que c'est un travail qui est quand même engagé déjà depuis longtemps, il faut le dire. On n'est pas tout neuf sur cette question-là. Depuis les années 80, on réfléchit à mettre en place des formes de pédagogie de l'explicite, ce qui est absolument nécessaire. Mais il me semble que cet objectif-là a été progressivement perdu de vue quand on regarde l'évolution de la formation enseignante, précisément parce que on met en place des routines pédagogiques qui empêchent les enseignants de réfléchir à ces questions-là. Je pense qu'il faut qu'ils se l'approprient véritablement, d'une certaine façon. Quand on dit que les élèves n'acquièrent pas exactement le curriculum que l'on souhaite leur transmettre, il faut se demander si ce n'est pas exactement ce qui se passe quand on forme nos enseignants. Donc, il faut que nos enseignants s'approprient aussi des outils de lutte contre les inégalités scolaires. Et c'est comme ça qu'ils arriveront à transmettre les contenus d'enseignement le mieux possible. Mais je crois que la crise sanitaire, et en particulier la période de confinement, l'a bien réactivé, cette notion de malentendu scolaire, parce que les plateformes pédagogiques nous ont donné l'illusion qu'on pouvait, malgré l'absence d'interaction physique, maintenir un lien scolaire. D'une certaine façon, c'est très difficile parce que les plateformes pédagogiques et les formes de l'enseignement à distance produisent plus de malentendus scolaires que l'enseignement présentiel. Je crois que c'est ça la clé d'explication de ces inégalités que par ailleurs on peut mesurer avec les données l'ADEPE par exemple. Très bien, merci Romain. Je vais passer la parole maintenant, et pour poursuivre cette réflexion un peu prospective, à Simon sur quelques travaux récents en économie de l'éducation et qui permettent de donner des pistes là aussi, que ce soit en termes d'accompagnement des enseignants, on parlait beaucoup de la formation des enseignants notamment, mais aussi de ce qu'on enseigne à l'école, notamment autour des compétences qu'on appelle parfois transversales ou des compétences socio-comportementales. Simon ? Oui, merci Marc pour cette transition. Je voudrais d'abord, avant de poursuivre, souligner le grand intérêt des discussions qui ont été menées jusque-là, avec notamment comme fil conducteur les inégalités sociales qui nous ont été rappelées avec force par la crise de Covid-19. Et puis effectivement, j'aimerais adopter une démarche peut-être un petit peu plus prospective pour essayer de réfléchir, de partager un petit peu avec vous des travaux, notamment en économie de l'éducation, des travaux récents qui me paraisseraient très intéressants pour reconstruire l'école, le modèle scolaire après la Covid-19. Dans ce cadre, je vais d'abord aborder un sujet qui me paraît primordial, qui a déjà été abordé dans les 3 interventions précédentes, qui est celui de l'accompagnement pédagogique des enseignants. Donc, effectivement, un autre aspect qui a assez largement été abordé, qui est parmi les conséquences de la crise sanitaire, et celui c'est que ça nous a révélé, ou peut-être ça nous a rappelé, qu'on avait un certain retard dans l'intégration des technologies digitales à l'école. Alors, Madame Rosenwald l'a monté tout à l'heure, c'est peut-être un petit peu plus vrai en France qu'ailleurs, mais globalement, c'est quand même assez vrai un petit peu partout. Il y a un certain décalage entre la disponibilité de ces technologies et leur utilisation, leur intégration pédagogique. Et puis, un autre élément important qui nous a été rappelé avec force par la crise, avec cette interruption brutale de l'école avec son fonctionnement normal en physique, c'est la nécessité d'un accompagnement pédagogique des enseignants
on ne change pas un modèle pédagogique comme ça en claquant des doigts. Il y a une nécessité d'accompagner ce changement. Et puis, c'est vrai aussi pour un changement dans un contexte plus normal, en présence. Alors peut-être un point de départ de ces réflexions, qui alimente en tout cas ces réflexions, c'est un ensemble de travaux qui ont été menés en économie de l'éducation depuis le début des années 2000 et qui ont mis en exergue l'importance de ce qu'on a appelé l'effet prof. Alors l'effet prof, c'est un petit peu une sorte de capacité individuelle qu'on attribuerait à un enseignant ou une enseignante à faire progresser ses élèves. Pour calculer ce qu'on a appelé donc l'effet prof, on observe le niveau des élèves en début et en fin d'année, et puis donc on observe leur progression, et puis on observe des enseignants dans différents contextes, à différents niveaux, dans différentes classes, souvent sur plusieurs années, et on arrive à isoler donc un effet fixe qui est propre à un enseignant ou une enseignante. Et puis là, je vous ai mis la référence à un travail de Anoushek et Rifkin qui était publié en 2010 dans l'American Economic Review, et qui qui généralise un résultat qui est donc acquis au cours de ces années 2000, qui est que finalement on observe une très grande variabilité dans cette capacité individuelle telle que détectée par ces modèles de valeur ajoutée. Donc on observe une grande variabilité dans la capacité individuelle des enseignants à faire progresser leurs élèves. Et c'est vrai dans une grande variété de contextes. Et donc, ces travaux ont naturellement amené à la communauté scientifique et scolaire à s'interroger sur les déterminants de ce fameux effet prof. Et il y a une première génération de travaux, de recherches qui ont amené à la conclusion suivante. On observe des effets d'expérience, c'est relativement intuitif. Les enseignants progressent au cours de leur carrière, acquièrent une certaine expérience et augmentent au fil des années leur capacité à faire progresser leurs élèves. Et puis, il y a une autre génération de papiers qui est un petit peu plus récente, qui s'est intéressée un petit peu plus à ce qui se passait dans la classe et à l'approche pédagogique, aux pratiques pédagogiques des enseignants. Et il y a un résultat qui commence à ressortir de manière relativement cohérente, récurrente entre les travaux, c'est que les enseignants qui mettent en œuvre, qui mettent l'accent sur les pratiques pédagogiques plus interactives, qui requièrent une participation plus active de la part des élèves, sont aussi les enseignants qu'on détecte comme étant les plus capables de faire progresser leurs élèves. Et donc tout ceci nous amène donc à la question suivante: comment accompagner les enseignants pour améliorer la qualité de leur enseignement? Je vais évoquer 3 grands types de politiques qui ont été étudiées, notamment la première qui est encadrer et évaluer les pratiques des enseignants, celle sur laquelle j'ai travaillé à titre personnel, mais je vais aussi évoquer des politiques intéressantes de mentorat entre enseignants, on va dire, plus expérimentés et plus jeunes, ou identifiés comme très performants et moins performants. Et puis c'est un concept qui fait aussi référence plus généralement à la collaboration entre les enseignants. Et puis évidemment, je dirais quand même un petit mot sur la formation qui est peut-être l'élément auquel on penserait le plus spontanément. Donc concernant ce que j'appelais les politiques d'encadrement et d'évaluation des pratiques, j'ai travaillé avec Éric Morin sur l'inspection pédagogique en France. Et notamment, nous sommes interrogés sur la présence ou non d'effets de ces inspections sur la qualité des enseignements et sur les performances, les progressions des élèves. Donc, ce que nous avons fait, c'est à partir des données administratives de l'ADEPE, sur la période 2008 à 2011, donc on est sur l'ancien régime, si je peux dire, d'inspection, nous avons comparé la réussite des élèves assignés à des enseignants juste avant versus juste après leur inspection, leur performance au brevet. Et puis, à plus long terme, on a aussi suivi ces élèves qui étaient assignés à des enseignants de 3e. Donc, on a aussi suivi ces élèves pour voir si cela changeait leur taux d'obtention du bac général et notamment du bac S. Et ce qu'on a observé, c'est que suite à une inspection, d'une part, on n'observait pas de manière systématique un changement dans la composition sociale, dans la proportion de filles, dans l'âge, dans la proportion de redoublants qui étaient assignés à des enseignants qui venaient d'être inspectés.
Donc, ce qui nous rassurait sur le fait qu'on n'allait pas assigner de meilleure classe, entre guillemets, à ces enseignants-là. En revanche, ce qu'on observe, par contraste, c'est que les performances au brevet de ces élèves, qui étaient donc assignés à des enseignants juste après leur inspection, s'amélioraient de manière significative et durable. C'est-à-dire qu'elles s'amélioraient non seulement pour les élèves qui étaient assignés à un enseignant inspecté l'année de son inspection, mais aussi les années suivantes, les nouvelles cohortes de troisième, si on veut. Et puis un autre résultat intéressant qu'on a observé, c'est que cet effet était également durable du point de vue des élèves, puisque quand ils progressaient par la suite au lycée, le fait d'avoir eu un enseignant, et notamment un enseignant de mathématiques, récemment inspecté, améliore aussi, 3 années plus tard, leur taux d'obtention du bac scientifique. Et puis, un autre constat que l'on a fait qui me paraît intéressant de partager, c'est que ces effets sont observés tout au long de la carrière. On pourrait avoir l'intuition que c'est plutôt quelque chose qui est intéressant en début de carrière, et d'ailleurs, si on regarde à l'échelle internationale, la plupart des systèmes d'évaluation des enseignants se focalisent plutôt sur le début de carrière des enseignants, avec cette idée que, une fois qu'un enseignant est en place et qu'il a acquis une certaine expérience, peut-être que c'est plus nécessaire de venir observer ce qu'il fait, d'essayer d'évaluer un petit peu ses pratiques. Eh bien, en fait, contrairement à cette intuition, nous observons des effets tout au long de la carrière, et notamment pour des enseignants qui ont plus de 10 ans d'expérience d'enseignement. Et puis l'autre élément très intéressant, et notamment au regard du fil conducteur des inégalités qui a été le fil de discussion jusqu'à présent, c'est que les effets sont plus importants, les bénéfices sont plus importants pour les enseignants de l'éducation prioritaire. Et donc pour les élèves de l'éducation prioritaire, peut-être parce qu'il s'agit des contextes d'enseignement les plus difficiles sur lesquels le fait d'avoir un regard externe, un effet peut-être feedback, peut-être un effet aussi motivation, va jouer le plus fortement. Et puis je voudrais partager toujours sur cette thématique de l'accompagnement pédagogique des enseignants, un autre travail qui me paraît très intéressant, qui est plutôt basé cette fois sur une relation un petit peu plus horizontale que celle qui unit inspecteurs et enseignants, et qui est basé cette fois plutôt sur une forme de mentorat, de collaboration entre enseignants aux États-Unis, dans le Tennessee. Donc, il s'agit d'une expérience au cours de laquelle des pairs d'enseignants ont été formés à partir, à chaque fois, d'un ou d'une enseignante identifiée comme très performant, encore une fois au regard des modèles de valeur ajoutée, et d'un ou d'une autre enseignante identifiée comme moins performant. L'idée étant que, en créant cette paire d'enseignants, on allait encourager ces enseignants à échanger sur leurs pratiques et notamment à essayer de réfléchir pourquoi l'enseignant moins performant était moins performant, qu'est-ce qu'il pouvait améliorer, etc. Et on a observé également, dans le cadre de cette expérience, des effets très positifs et durables sur les performances des élèves. Et donc, ça suggère qu'une autre forme d'accompagnement pédagogique des enseignants peut être aussi basée sur des relations peut-être plus horizontales entre les enseignants, à un coût qui semble, mais c'est vrai aussi du système d'inspection, puisque bon, je vous parle quand même aussi du point de vue d'économiste. Là, on parle de politiques qui sont relativement peu coûteuses, qui produisent des effets positifs, durables, à partir d'un investissement qui est, somme toute, assez limité. Et puis, un dernier mot sur ce sujet de l'accompagnement pédagogique des enseignants, au sujet de la formation, puisque c'est également un sujet qui a été abordé. J'aborderai simplement cette question sous l'angle de la transition digitale. Et puis, il y a eu des méta-analyses, notamment, qui montrent que pour assurer cette transition digitale, il faut équiper évidemment les établissements, il faut équiper les enseignants, mais il faut aussi les former. Et donc, ces méta-analyses qui sont basées sur l'analyse d'un grand nombre de programmes ou de politiques visant la transition digitale à l'école ont montré que les effets étaient vraiment très limités, voire nuls, si on ne formait pas les enseignants, alors qu'à l'inverse, lorsqu'on forme les enseignants à l'intégration de l'outil numérique dans leur enseignement, eh bien, on a des effets bien plus probants, à la fois sur leurs propres compétences numériques, mais surtout, ce qui est peut-être l'objectif final, sur les compétences et les apprentissages, les compétences numériques et les apprentissages des élèves. Je voudrais maintenant aborder un deuxième sujet qui me paraît extrêmement important,
pour reconstruire l'école de demain, qui est celui des compétences civiques et sociales, et notamment l'idée qu'il faudrait remettre ces compétences au cœur du projet scolaire, au cœur de l'enseignement. Et puis si on revient un petit peu sur le contexte de la crise sanitaire, il me semble qu'un autre élément extrêmement important qui n'a pas été abordé jusque-là, parmi les effets révélateurs de la crise sanitaire, c'est que cette crise a aussi révélé une forme de crise civique et démocratique, ou peut-être nous l'a rappelé, que nous traversons en France et ailleurs, avec notamment la montée d'une forme de radicalisme parmi les jeunes, qu'ils soient politiques, qu'ils soient religieux, avec une méfiance grandissante envers les institutions qui assurent la stabilité des sociétés démocratiques, qu'il s'agisse de l'école, qu'il s'agisse de la production de savoirs scientifiques. Et donc, cette crise sanitaire nous a aussi révélé, avec tous les phénomènes de complotisme, par exemple, autour des vaccins, voilà, nous a rappelé la nécessité de répondre à cette crise. Et puis, il y a aussi évidemment, en toile de fond, de manière peut-être avec un phénomène de plus long terme, la crise environnementale, qu'on ne peut pas ne pas aborder, et qui nous a aussi rappelé la nécessité de former des citoyens éclairés à l'école, pour accompagner le changement de pratique qui est absolument nécessaire. Alors, peut-être pour revenir juste un cran en arrière à la littérature scientifique en économie sur ces sujets, depuis à peu près une vingtaine d'années, différents travaux ont mis en exergue l'importance des compétences non cognitives, donc par opposition aux compétences plus cognitives, à la fois d'un point de vue individuel, sur les trajectoires professionnelles, par exemple, des individus, leur réussite professionnelle, notamment, mais également d'un point de vue plus collectif, d'un point de vue macroéconomique, avec des travaux qui ont mis en lumière le lien entre le stock de compétences non cognitives disponibles dans une économie et le développement économique d'un pays, la croissance économique, etc. Donc, je cite ici très brièvement les travaux notamment de l'économiste américain Ekman et de ses co-auteurs qui ont mis cela en lumière au cours de la fin des années 2000 notamment. Et puis plus récemment, la littérature s'est intéressée à ce qu'on peut appeler les compétences civiques et sociales. Donc, on va dire à la capacité des individus à coopérer, au souci du bien public, au souci des autres. Et cette littérature a notamment, dans cette littérature, a notamment été développé le concept de capital civique. Donc, ça fonctionne vraiment, c'est l'idée que ça peut fonctionner vraiment comme un capital qui peut s'accumuler au cours du temps, peut-être au gré des investissements des familles, mais aussi des pouvoirs publics, de l'école. Et donc, ça peut s'accumuler, ça peut aussi se déprécier au cours du temps. Donc, c'est vraiment l'idée qu'on peut investir pour construire ce capital civique à l'école, potentiellement. Et donc, justement, c'est une des questions importantes que l'on se pose dans cette littérature. Comment se forme le capital civique? Et en particulier, est-ce que l'école a un rôle à jouer? Ou est-ce que finalement, il s'agirait plutôt d'un trait culturel, un peu immuable, transmis de génération en génération, notamment dans le cadre de la famille? Donc ça, c'est une des premières questions qui jalonnent cet ensemble de travaux. Et puis, un paradoxe, si l'on veut, qui a été soulevé également dans cette littérature. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette crise du civisme dans une société où le niveau d'éducation n'a jamais été aussi élevé historiquement? Donc, on est censé former des citoyens éclairés et finalement, on se rend compte qu'il y a un petit peu des phénomènes paradoxaux avec la montée, par exemple, du complotisme, d'un scepticisme à l'égard du savoir scientifique. Et donc, une question subsidiaire, comment réformer l'enseignement de la citoyenneté? Comment faire en sorte que l'école, si elle a un rôle positif à jouer, joue pleinement son rôle de la manière la plus efficace possible? Et donc, je voudrais partager avec vous, pour discuter un petit peu de ces questions-là, les leçons d'une expérimentation européenne que j'ai menée avec des collègues de l'École d'économie de Paris, mais également de l'Université de Madrid et de la London School of Economics, sur un programme qui s'appelle Active Citizenship, qui est un programme européen qui a été expérimenté dans 3 pays, en France, en Espagne et en Grèce, et qui a concerné
270 collèges et près de 400 enseignants volontaires, et également environ 8000 élèves répartis dans ces 3 pays. L'idée de ce programme, ça a été de tester un modèle basé sur un modèle learning by doing, un modèle sur une pédagogie de projet, au cours desquels les élèves vont élaborer des projets citoyens, c'est-à-dire qu'ils vont se répartir en petits groupes dans la classe, ils vont proposer, chaque petit groupe va proposer un projet citoyen, puis la classe va voter et ensuite va mettre en œuvre collectivement le programme qui aura été choisi démocratiquement. Donc l'idée, c'est vraiment que il faut que les élèves expérimentent la démocratie à leur niveau, qu'ils expérimentent une citoyenneté active si on veut leur transmettre la volonté d'être demain des citoyens actifs en tant qu'adultes. Et ce qu'on a observé, c'est qu'en moyenne, ce programme avait des effets qui étaient positifs et significatifs, et notamment qu'il améliorait les comportements civiques et prosociaux à l'école. Il a amélioré notamment l'altruisme, mais il a aussi réduit les absences, les sanctions disciplinaires qu'on a pu notamment mesurer en France. Et puis, il y a aussi cette notion d'empowerment des élèves, puisque l'idée, c'est vraiment de faire prendre conscience aux élèves qu'ils ont la capacité d'agir sur la société. Et donc, le programme a aussi augmenté la confiance en soi sur les sujets socio-politiques. Donc finalement, là, on a un ensemble de bonnes nouvelles qui est que l'école influence bel et bien la formation du capital civique, et puis qu'on peut améliorer l'enseignement de la citoyenneté à travers une innovation pédagogique relativement simple, on va dire, en tout cas relativement peu coûteuse à nouveau. Puisque ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que évidemment, j'ai axé sur la participation active des élèves dans le projet, mais les enseignants volontaires ont été formés en début d'année, une formation assez courte de quelques jours, afin d'encadrer et de guider ces projets dans leur établissement. Mais finalement, il y a aussi quelque part une moins bonne nouvelle, une autre leçon que l'on peut tirer de cette expérimentation, c'est que le programme et on y revient toujours, à creuser les inégalités. C'est-à-dire, ce qu'on a constaté, c'est que les élèves qui étaient initialement les plus dotés en capital civique, les plus altruistes, qui avaient le plus confiance en eux, qui avaient le plus l'intention plus tard de participer à la vie politique, sont aussi ceux qui bénéficient le plus du programme. Donc finalement, quelque part, certes, on a des effets moyens positifs, mais on a aussi creusé les inégalités sur cette dimension. Donc peut-être que quelque part, ce que cela suggère, c'est que cette pédagogie-là, elle est très intéressante, mais qu'il faudrait peut-être la démarrer un petit peu plus tôt dans la scolarité des élèves, peut-être afin d'éviter justement de démarrer cette pédagogie-là à un moment où il y a déjà des inégalités entre les élèves, et donc on va creuser ces inégalités. Et puis je voudrais, s'il me reste 30 secondes, évoquer 2 autres expérimentations pour appuyer mon propos. Je vais simplement les évoquer très rapidement. Une expérimentation qui a été menée en Turquie, ces 2 expérimentations qui ont été menées en école primaire, donc l'une en Turquie et l'autre en Allemagne. La première met l'accent sur l'empathie, et ce qu'on appelle le perspective taking, donc le fait d'envisager le point de vue de l'autre. Et la deuxième concerne plutôt un programme de mentorat, de rôle modèle, avec des étudiants à l'université qui sont allés dans des écoles primaires défavorisées et qui ont cherché à jouer un rôle modèle pour les élèves en étant bienveillants, les accompagnant dans différentes activités. Et ce qui est intéressant, en fait, de ces deux programmes-là, c'est à nouveau de montrer qu'il y a des effets positifs importants sur les comportements prosociaux des élèves, sur leur tolérance, leur prise en compte de l'autre. Et que finalement, c'est possible de faire d'inclure des programmes avec des idées relativement simples sur cette thématique et de remettre au cœur de l'enseignement les compétences civiques et sociales. Et je m'en arrêterai là. Simplement, j'ai mis ici, comme j'ai évoqué pas mal de travaux, j'ai mis ici les différentes références que j'ai pu évoquer au cours de la présentation. Merci.
Merci Simon, c'était extrêmement intéressant. Alors voilà, le temps qui nous est imparti est déjà écoulé. Il y aurait évidemment énormément de choses à compléter et de points à échanger, mais peut-être qu'on pourrait prendre date pour un autre temps pour poursuivre ces échanges-là, notamment sur ce que vous indiquiez sur le mentorat. Et moi, ça me faisait penser aussi peut-être qu'il y a à creuser aussi l'articulation entre effet professeur et effet établissement, c'est-à-dire que le mentorat, c'est aussi la façon dont l'établissement est organisé et fonctionne en coopération entre les différents professeurs notamment, mais pas seulement. Et puis évidemment, tout ce que vous avez indiqué sur le double dividende finalement des compétences civiques, c'est-à-dire à la fois ça permet de mieux réussir à l'école, mais c'est aussi des éléments tout à fait essentiels pour l'insertion professionnelle notamment, et donc il y a beaucoup de travaux autour de cela, tout comme il y a beaucoup de travaux autour de l'idée de confiance comme élément tout à fait clé finalement pour surmonter les crises. Et je pense notamment à l'une des dernières notes du Conseil d'analyse économique et sociale sur la France en temps de Covid. Voilà, nous allons devoir malheureusement conclure. Je vous remercie à la fois de votre écoute et je remercie tous les intervenants de leur disponibilité et de leurs propos, en espérant que cette session vous a permis d'avoir quelques éclairages sur à la fois de la façon dont l'école a pu surmonter cette crise qui n'est peut-être pas encore totalement derrière nous, mais espérons-le tout de même, et puis sur à la fois les éléments tout à fait porteurs d'espoir pour l'école de demain. Voilà, je vous remercie, merci à tous et puis à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.